Bonjour David, Bonjour à toi. merci d'accepter mon invitation pour l'interview sur Psychotrade. Mhm, Je te demandais donc d'intervenir aujourd'hui sur mon site afin de traiter de la question de la motivation, notamment après l'échec. mhm. Je rappelle aux auditeurs et aux téléspectateurs que tu interviens via le site attitudegagnante.fr sur les questions de la motivation et de la confiance en soi. Mhm. Et je voulais vraiment que tu interviennes sur le site de Psychotraite parce que j'aime beaucoup ton site et ce que tu fais. Et je vais donc te laisser te présenter un petit peu plus précisément. Eh ben déjà, merci Caroline de m'avoir proposé cette interview. Là, effectivement, c'est un public différent, le public du trading. Alors, je m'appelle David Laroche, j'ai 23 ans, parce qu'on me pose souvent la question, donc comme ça, c'est dit. J'ai mon entreprise de conseil et de formation, et ma spécialité, c'est tout ce qui est atteinte d'objectifs, communication et confiance en soi. Donc, je fais des conférences, des séminaires et du coaching en présentiel, et j'ai aussi, comme tu l'as dit, tout un aspect en ligne où j'accompagne des personnes pour ce qui est de se motiver, de conserver la motivation et d'atteindre leur objectif parce que il y a vraiment des choses incroyables qu'on peut faire pour changer notre capacité à la fois à nous attirer des opportunités et à atteindre nos objectifs. Voilà pour qui je suis. D'accord, je te remercie. Alors donc Psychotrade, c'est comme tu l'as dit un site qui est dédié aux traders Mhm, principalement. Et donc, ce que je trouvais intéressant dans ton travail et dans ce que j'ai pu voir sur ce que tu faisais, par rapport à la motivation, c'est est-ce que tu as des idées ou des outils pour, dans les moments difficiles, après avoir vécu notamment une perte financière en trading, comment revenir à la bataille, entre guillemets, le lendemain ou une semaine après, peu importe, avec un regain d'énergie, de motivation et d'envie d'être conforme à sa stratégie, malgré des émotions qui peuvent être négatives. donc en gros là ce que tu me demandes c'est une personne qui par exemple a envie de trader, s'est formée au trading. Elle a fait une opération et ça s'est soldé par un échec, en tout cas par une perte d'argent. Il y a une baisse de motivation. Comment est-ce que je vais faire pour me remotiver et continuer, c'est ça? Exactement. Alors il y a plusieurs points dans ta question. Il y a la question de motivation, il y a la question d'énergie. On va voir que c'est complètement lié mais c'est différent. Et je crois que la première chose déjà en matière de motivation, pour tous les clients qui viennent me voir, mais je comprends pas, j'ai une baisse de motivation, aujourd'hui j'ai pas l'énergie, je crois que la première chose c'est d'être au clair sur l'objectif. C'est-à-dire, est-ce que je suis clair sur sur ce que je veux vraiment? Et il y a beaucoup de personnes qui finalement ont des problèmes de motivation parce que, en fait, c'est flou. Elles savent pas vraiment, oui, bah je veux être riche. Ok. Et riche, c'est quoi? C'est combien? C'est dans combien de temps? Alors là, il y a plein d'outils qui sont utilisés en entreprise. Par exemple, l'outil SMART, qui est un acronyme qui permet de bien fixer cet objectif. Alors je travaille entre autres avec, je l'ai amélioré. Donc déjà, la première réponse, c'est d'être au clair sur ce que je veux. C'est-à-dire, je veux gagner combien d'argent, par exemple en trading. Je veux le Mhm. gagner au bout de combien de temps. Donc si déjà on redonne SMART, en gros, le S, c'est spécifique. Ça veut dire, déjà, spécifique, c'est vraiment précisément combien j'ai. Ensuite, je le formule au présent. C'est pas je gagnerai des milliers d'euros. Non, c'est je gagne. Ensuite, c'est formulé positivement. Par exemple, un objectif qui n'est pas positif, c'est je ne perds pas d'argent. Je ne perds pas d'argent. En fait, on va Ouais. focaliser son attention Sur sur, la perte. sur ce qu'on veut pas. Et du coup, on va se l'attirer. Parce que quand on focalise sur ce qu'on veut pas, bah, notre cerveau, il répond. C'est un peu l'exemple que je donne en conférence, par exemple, avec des clientes qui veulent arrêter de manger du chocolat. Alors, elles rentrent dans leur cuisine, elles se disent, bon, faut que j'arrête de manger du chocolat. Faut que j'arrête de manger du chocolat. Et qu'est-ce qui se passe? Chocolat. Et forcément, vu qu'elles visualisent ce qu'elles ne veulent pas, eh ben, elles ont envie de manger du chocolat et donc elles se l'attirent. Ouais. Le cerveau fait pas la différence. Le cerveau connaît pas le négatif en fait, c'est ça. Exactement. Si je vous dis ne Mm. pensez pas à un éléphant, vous pensez à un éléphant. Donc si je Mm. focalise sur le fait de perdre de l'argent, mon cerveau va faire tout pour m'attirer ça. Donc déjà, qu'est-ce que je veux de façon positive? Si j'ai du mal à trouver la version positive, eh ben je vais me dire, ok, je veux ne pas perdre d'argent et en fait, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux qui est de plus important encore? Jusqu'à avoir quelque chose qui est de l'ordre, je veux gagner temps, je veux conserver le montant que j'ai actuellement, je veux doubler ma somme. Donc ça va être le fait de faire positif
présent, et ensuite de le formuler en termes de je. Donc c'est pas il faut gagner 2000 euros, non, c'est je gagne 2000 euros. Ça, c'est la première étape. Ensuite, mesurable. Donc là, je l'ai déjà dit, mesurable, c'est comment est-ce que je sais que j'ai atteint l'objectif? Est-ce que je veux gagner 2000 euros? Est-ce que je veux gagner 1500 euros? Est-ce que c'est faire une augmentation de 30% de mon capital de départ? C'est quoi? Parce que le fait de pouvoir mesurer, ça va me permettre de non seulement de mesurer quand l'objectif est atteint, mais ça va aussi de me permettre de mesurer si j'avance. Hmm. Parce que si j'ai pas d'outil de mesure, bah comment est-ce que je sais que j'avance? Ça, c'est la première chose. Après, vraiment, dans ce qui est important, ça va être de mettre une date, une deadline. Est-ce que vraiment c'est dans un an, c'est dans un mois, c'est dans 2 semaines, c'est quand que je veux ça? Donc là, c'est le fait que ce soit temporellement défini. C'est la lettre T de de l'acronyme SMART. Hmm. Et déjà, Alors là, tu parles d'objectifs qui sont des objectifs de résultats. ouais, C'est adaptable aussi à des objectifs de performance. exactement. C'est-à-dire, ce que j'entends par performance, parce qu'en trading, c'est une des difficultés qu'on peut associer aussi à la cupidité, c'est de se dire, voilà, je veux gagner tant à la fin du mois. Ouais. Mais à un moment donné, je veux dire, le trader est aussi complètement tributaire des Et marchés. justement, je vais y venir, je vais y venir. D'accord. Donc on a vu le fait que ce soit spécifique, donc c'est-à-dire positif, présent, formulé en termes de jeu. On a vu le fait qu'il soit mesurable, on a vu qu'il soit temporel. Et ça, c'est déjà pas mal. Après, la question c'est, est-ce que c'est écologique pour moi? Alors écologique, ça veut dire respect de l'environnement. Mais l'environnement, euh, c'est pas que les plantes. C'est si je vous dis par exemple que mon objectif c'est faire 20 heures de sport par jour, est-ce que c'est écologique pour moi? Mhm. Non. Est-ce que c'est écologique pour mon couple? Non. Donc, à un moment donné, est-ce que ce truc-là est écologique pour les autres catégories de ma vie? Et ça, c'est important parce que s'il y a une partie du cerveau, et entre autres l'inconscient, qui dit non, mais attends là, ton objectif de gagner temps, pour y arriver, ça représente trop de temps, et ben en fait, le cerveau va saboter parce qu'il en veut pas. Donc, si c'est faire étudier toute la bourse, étudier tous les journaux tous les jours et faire 4 heures de recherche, puis trader pendant 3 heures, et qu'il y a une partie de soi qui dit non, j'en ai pas envie, c'est normal qu'on va vers l'échec parce qu'en fait, il y a une partie de nous-mêmes qui ne le veut pas. Donc en fait, il y a un trio mesurable, temporel, écologique. Et c'est à partir de ça qu'on va soit, si c'est pas écologique, éloigner la deadline ou on va baisser le curseur. Et enfin, la dernière question, et ça va répondre au point que tu évoquais, c'est est-ce que ça dépend de moi? Est-ce que mon objectif, il dépend de moi? Gagner 2000 euros là en bourse avec cette action-là, est-ce que ça dépend complètement de moi, à ton avis? Bah, d'une certaine manière, j'ai envie de Non. dire oui et non. Voilà. L'objectif à moyen terme, sous un mois, sous un an, parce qu'il y a un équilibre qui se fait dans le temps, quoi. Ensuite, un objectif journalier, je veux dire, il y a des jours où on peut rien faire, quoi. Il y a des, voilà. Mais en fait, ce qu'on va voir, c'est que Euh, si l'objectif ne dépend pas à 100% de moi, on est voué à des pertes de motivation. C'est-à-dire que si mon objectif c'est de gagner avec cette action précisément 1000 euros là, ça ne dépend pas complètement de moi parce qu'elle peut chuter et dans ces cas-là, eh ben comment je vais me sentir? Très très mal parce que ça ne dépend pas de moi. Si mon objectif lors d'un premier rendez-vous c'est de me marier avec la femme qui est en face de moi, ça ne dépend pas complètement de moi. En revanche, qu'est-ce qui dépend de moi? Ben, peut-être de demander. Si par exemple c'est le fait de rencontrer des célébrités, obtenir un oui de cette personne-là, ça ne dépend pas de moi, complètement. En revanche, obtenir 10 interviews, ça dépend de moi, parce que je veux augmenter le nombre de demandes. Gagner 1000 euros sur un ensemble d'actions, ça peut dépendre de moi. Parce que du coup, je vais non pas me baser sur une action, mais sur plusieurs. hmm. Si je me mets que sur un et que ça dépend pas de moi, je suis voué à un moment donné à de la frustration. Donc déjà, est-ce que mon objectif dépend de moi? Parce que c'est différent d'avoir comme objectif de gagner, par exemple, 2000 euros avec l'action, je sais pas, Alcatel, que de dire, ce qui dépend de moi, ça va être de étudier 1 heure par jour la bourse. Ça dépend de moi. Le fait de, par exemple, me donner 10 minutes, c'est-à-dire que pendant 10 minutes, je ne me décide pas à mettre 2000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros dans l'action. C'est-à-dire que je me donne un temps de réflexion pendant lequel je n'ai pas le droit de passer un ordre. Ça dépend de moi.
C'est-à-dire que du coup, je vais pouvoir le respecter. Donc même si j'échoue, entre guillemets, lié, je perds de l'argent, vu que mon objectif n'était pas lié à perdre ou gagner de l'argent par rapport à cette action, déjà, j'ai le sentiment d'avancer. Et ça va faire... D'avoir un objectif qui soit un objectif de respecter un mode de fonctionnement. Et ensuite, c'est comme si le résultat allait de soi, puisque le mode de fonctionnement a été respecté, c'est ça? En fait, effectivement, on le voit en bourse, mais dans beaucoup de domaines. Simplement, la bourse, c'est juste que c'est plus extrême, les, les extrêmes. C'est-à-dire que c'est amplifié par rapport à d'autres choses qu'on voit dans la vie. Mais dans la vie, c'est la même chose. C'est-à-dire que me concentrer sur ce qui dépend de moi, et le gain va être une conséquence. Si je prends la communication, le fait le fait d'avoir cette personne comme amie ne dépend pas de moi. En revanche, le fait d'augmenter mon cercle social dépend de moi. Parce que ça va dépendre d'une discipline tous les jours, d'apprendre à rentrer en lien, d'apprendre à communiquer, d'oser faire les choses. Pareil pour la bourse. Gagner de l'argent en bourse, c'est une discipline, c'est respecter des règles, c'est respecter la discipline que je me suis fixée, c'est respecter un plan, et ça dépend intégralement de moi. Et on va voir que ne pas avoir, perdre de l'argent en s'étant respecté, on se sent beaucoup mieux que perdre de l'argent quand on a fait n'importe quoi et qu'on ne sait pas pourquoi on a perdu de l'argent. Donc ça, c'est la première chose, c'est la première partie de ma réponse. La deuxième chose, c'est, t'as dit l'échec. Qu'est-ce que j'en fais? Et il y a une vraie chose par rapport à l'échec, j'ai détesté les échecs, ce qui faisait que je ne passais pas à l'action, parce que je pensais que le seul moyen de ne pas échouer était de ne rien faire. Donc j'avais un échec et après je faisais plus rien. Jusqu'au jour où j'ai compris un truc, c'est que le seul moyen, et c'est l'unique moyen d'avoir des résultats à terme, c'est d'avoir des échecs. C'est-à-dire que si j'ai pas d'échec, j'apprends rien. Quand j'y arrive directement, j'apprends rien. Parce que je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Donc, d'arriver à se dissocier du court terme. Parce que souvent on est concentré sur l'échec à court terme en se disant bah c'est bon, j'ai plus d'argent, c'est fini. Et du coup mes deux réponses vont ensemble. Si je suis au clair sur mon objectif, non pas à court terme mais à long terme, qui peut être de gagner 1 million d'euros, mais là à long terme, si je suis au clair là-dessus, et que je sais pourquoi je veux ça, pour contribuer, pour changer la vie de mes enfants, si je suis au clair là-dessus, et ben je vais me dire ok, j'ai peut-être perdu de l'argent là, sauf que au lieu de rester oh putain, merde, ma vie elle est foutue, elle est pourrie, me poser, accepter, et c'est vraiment la phase d'acceptation, c'est j'ai accepté, j'ai fait une erreur. Mais qu'est-ce que j'apprends de ça? Et vraiment au moment où on se dit j'apprends quoi de ce truc-là? Et ben on se rend compte que c'est cette erreur-là qui me permet de mieux réussir derrière. Et j'ai donné 3 lois qui sont une loi d'agriculture que mon grand-père m'a transmis et qui fonctionnent bien avec la bourse. La première loi, et ça nous paraît con, c'est que pour récolter, eh ben Semer. il faut semer. Et ça paraît évident. Simplement, il y a beaucoup de personnes que j'ai en coaching individuel qui pensent inverser. C'est-à-dire, elles voudraient s'enrichir, par exemple, sans économiser d'argent. Elles voudraient s'enrichir sans prendre de risques. Elles s'inscriront au sport quand elles auront perdu du poids, par exemple. Parce que ce sera plus simple. Il y a une forme de logique. Mais Ouais, c'est pas mais il y a comme... comme un souci quelque part dans la Voilà. faisabilité. C'est-à-dire que ça se mord la queue. Ça, c'est la première règle. Il faut que je sème pour récolter. La deuxième règle qu'il m'a donnée, il m'a dit tu vas semer et tu ne vas pas récolter. Tout de suite. Parce que je sème, simplement, la graine, c'est pas tout de suite ça donne un arbre, non, c'est pas tout de suite ça donne du blé, c'est j'ai semé, j'ai posé une action, et c'est plus tard qu'elle va germer. Ça, c'est la première chose. Donc déjà, prendre conscience que c'est pas parce que j'ai mis l'action tout de suite, c'est pas parce que j'ai suivi une formation, que tout de suite, après, en un claquement de doigts, je dois m'enrichir. Non, ça marche pas comme ça. Il y a quasiment personne qui a appris quelque chose, ou qui a fait une action et qui s'est enrichi tout de suite. Et d'ailleurs, on pense souvent, et c'est Philippe Gabillet qui le dit, qui travaille beaucoup sur la chance, on pense souvent que c'est l'opportunité qui a changé la vie de la personne. Et en fait, on constate que non. Si vraiment on étudie la vie de la personne, ce qu'elle a germé, c'est des années auparavant. Et ce qui fait qu'on a l'impression que l'opportunité a changé sa vie, c'est qu'en fait, peut-être 2 ans, 10 ans auparavant, depuis 10 ans, elle se préparait. Depuis 10 ans, elle imaginait ce truc-là. Et le jour où l'opportunité arrive, qu'est-ce qui se passe? 1, elle est prête, la personne. 2, vu qu'elle la visualise depuis 10 ans, 2 ans, 3 ans, 1 an, bref, elle est capable de la voir. Et c'est ce qui fait que la plupart des gens ne voient pas des opportunités. Déjà, ils sont pas au clair sur ce qu'ils veulent. Alors bon, quand on sait pas ce qu'on veut, on peut pas voir les opportunités. Et même si on la voit, eh ben, si ça fait qu'une semaine que je me forme au trading, ok, je vois une opportunité, mais je suis pas sûr, parce que j'ai pas d'expérience. Alors du coup, je joue pas, ou je joue,
Et je me dis, merde, j'ai pas réussi, alors qu'il y en a d'autres qui se sont enrichis. Mais parce qu'en fait, ceux qui se sont enrichis, peut-être que ça fait 5 ans qu'ils jouent, 5 ans qu'ils foirent, 5 ans qu'ils font des erreurs, et 5 ans qu'ils capitalisent sur leurs erreurs. Donc, l'opportunité, elle arrive quand 1, je suis au clair sur ce que je veux, 2, quand je vois l'opportunité, 3, quand je suis prêt, 4, quand j'ose la saisir. Par rapport à l'opportunité, c'était la deuxième règle. Et après, il m'a donné une troisième règle. Il m'a dit, tu vas semer, donc des actions, de l'apprentissage, tu vas attendre, tu vas t'occuper de ta terre, et pourtant, toutes les graines ne vont pas germer. C'est-à-dire que il y a des graines qui vont pas germer. Il y en a qui vont commencer de germer et qui vont pourrir. Et pourtant, elles servent toutes à quelque chose. C'est-à-dire que les graines qui ne germent pas servent à faire germer les autres. Elles se transforment en engrais. Et bien, nos échecs, que ce soit en bourse, dans tous les domaines de notre vie, c'est la même chose. C'est-à-dire que les meilleurs vendeurs, c'est ceux qui ont essuyé de plus de noms. C'est Richard Branson qui a échoué 30 entreprises avant de réussir. C'est Walt Disney qui allait voir 201 banquiers avant qu'on lui accorde son prêt parce qu'on lui disait mais tu veux faire un parc d'attractions, on paye l'entrée. Mais ça n'existe pas ça. Il n'y a que des foires, les foires on paye. Le grand talent de ces personnes-là, justement, c'est de savoir prendre à un moment donné, prendre le recul et garder la confiance, garder l'énergie pour se relever Oui, mais les personnes qui de se ces révèlent périodes pas, difficiles. c'est simple, c'est que l'objectif n'est pas clair. Ces personnes-là ont réussi à dépasser ça parce que l'objectif était tellement clair, tellement précis, que je dépasse la baisse de motivation. Et souvent, l'argent, ça suffit pas comme objectif. Si vraiment je fixe mon objectif, c'est ok, j'ai 1000 euros, j'ai 2000 euros, j'ai 1 million d'euros. Mais ça change quoi dans ma vie? Je me sens comment avec ce truc-là? Qu'est-ce que je fais? Et c'est ça qui fait la différence entre les personnes qui se motivent et se démotivent, parce que au début d'un projet, on est tous motivés, hein. Oh, c'est génial, j'ai découvert comment gagner de l'argent en bourse, j'ai fait cette formation, je suis tombé sur Psychotrade, j'ai trouvé des super astuces. Waouh, c'est génial, je vais jouer. On a tous cette augmentation de la motivation. Sauf que la plupart du temps, on n'a pas les résultats qu'on veut au début. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'était pas au clair sur ce qu'on voulait vraiment. Est-ce que c'est juste gagner 1000 euros qu'on veut ou est-ce que c'est le fait d'avoir cet argent-là? C'est le pourquoi du pourquoi. C'est-à-dire, Ouais, l'objectif, c'est pas l'argent, c'est ce qu'on va en faire. c'est ce qu'on va en faire, ce que ça va changer dans notre vie, les émotions qu'on va avoir en les ayant, et tout ça, ça va faire une vraie différence. Et tant qu'on n'est pas au clair là-dessus, il n'y a rien qui va se passer. Mais que ça soit en bourse ou dans tous les domaines, hein. Complètement, ouais. Même par rapport à la confiance, première chose que je fais dans mon séminaire, là j'avais un séminaire ce week-end sur la confiance en soi, on passe 2 heures sur les objectifs. Tant qu'ils sont pas au clair sur les objectifs, ça sert à rien que je leur donne des clés. Pourquoi? Parce que c'est pas ce qu'on sait qui détermine la qualité de notre vie, c'est ce qu'on fait. Et ils auront beau avoir des clés de gestion du stress, des clés de motivation, des clés sur l'énergie. Ils les appliqueront pas s'il n'y a pas de sens, c'est-à-dire s'il n'y a pas une cohérence avec ce qu'ils veulent faire. Et 1000 Et euros, alors, par rapport à délimiter un objectif, parce que c'est pas forcément évident aussi, un objectif, pas à demain, mais un objectif à 5 ans ou un objectif à 10 ans, est-ce que tu as des techniques à partager avec nous sur la manière de clarifier un objectif? bah, je crois que la première chose, c'est que la première erreur déjà que la plupart des personnes font en matière d'objectifs, c'est de se poser deux questions en même temps. Quoi et comment? Et quand on pose la question quoi et comment au cerveau, on s'auto-sabote. C'est-à-dire qu'on construit son futur en fonction de son passé. Et alors, c'est vrai que mon passé conditionne mon futur, enfin l'influence, mais ne le conditionne pas. C'est-à-dire que le passé, il est écrit. Le présent, je suis en train de le vivre. La question, c'est pour mon futur, est-ce que je mets les mêmes conneries qu'avant? Est-ce que est-ce que je construis mon futur exactement comme mon passé? Ou alors est-ce que je décide de prendre ce qui était génial dans mon passé, de le remettre, et de me dire qu'est-ce que je construis avec ça? Donc déjà, la première question quand je pense à mes rêves, c'est de ne pas m'imaginer le comment, surtout pas. Si je fais ça, je suis voué à l'échec. Parce que si j'ai échoué 10 fois en bourse, qu'est-ce que je vais faire comme objectif? Je vais me fixer un petit objectif. Parce que je vais me dire, mais attends, j'ai échoué 10 fois, donc j'ai pas de raison d'y arriver. Alors que non, ça marche pas comme ça. Quoi? Je veux quoi? Je vais aller chercher à 5 ans. 5 ans, c'est une bonne durée. Mais pas seulement par rapport à la bourse. Je vais marquer mon projet de vie, mon projet rêve. C'est-à-dire, je vais prendre un stylo, là, comme ça, un stylo. Je vais prendre une feuille. Et c'est surtout pas de le rester dans le mental. Je mets une musique inspirante et j'écris. J'écris par rapport à toutes mes catégories de vie. Comment je suis au niveau professionnel, comment je suis au niveau familial, comment je suis au niveau santé et vitalité, comment je suis au niveau finance, comment je suis au niveau contribution, comment je suis par rapport à ce que j'apporte aux autres, comment je suis par rapport à mes loisirs.
c'est ça qui va être important, c'est de visualiser comment elle est ma vie à 5 ans. Parce que ça va être émotionnel. Quand j'ai le truc des 5 ans, je vais fermer les yeux et je vais me dire, ok, on est plus 5 ans. Donc là, je me mets au présent et je suis en 2017. Et je vais imaginer qu'il y a un journaliste qui vient me voir et qui me tend un micro là comme ça et qui me dit, waouh, mais c'est incroyable tout ce que vous avez fait. Où est-ce que vous en étiez 2 ans avant? Et c'est très intéressant ce qui va se passer, c'est que le cerveau là ne cherche pas à construire par rapport au passé, mais va construire par rapport au futur. Et du coup, il va partir du présupposé qu'on a ce qu'on a, c'est-à-dire la vie rêvée en 2017, et vu qu'il a un besoin de cohérence, il va tracer une voie. Et donc là, on s'imagine répondre au journaliste. Ah bah 2 ans avant, j'en étais là. 2 ans avant, je faisais ça. 2 ans avant, je donnais ça. 2 ans avant, j'étais ça. Et en fait, c'est les 4 verbes être, donner, faire, avoir. Et quand j'ai les 2 ans, je vais refermer les yeux et imaginer que je remonte dans le temps et je suis dans les 2 ans. C'est-à-dire que là, je me retrouve en 2015. Waouh, c'est génial. Et je vais reprendre un stylo et je vais marquer 2015 et je vais écrire. Où est-ce que j'en suis? Qui je suis? Qu'est-ce que je fais? Qui je côtoie? Quelles sont mes relations? Je vais avoir du coup 2015, moins 2 ans. Et je vais recommencer. Je ferme les yeux et j'imagine qu'un journaliste vient me voir et me dit, waouh, mais c'est incroyable, ça fait 3 ans que vous avez décidé de changer. Comment vous avez fait? Qui vous étiez 2 ans avant? Et là, c'est pareil. Je m'imagine lui répondre. J'étais qui en 2013? Et je lui réponds. Je faisais quoi en 2013? Je donnais quoi en 2013? Je faisais quoi? Qui j'étais en 2013? Et quand j'ai ça, j'ouvre les yeux, je prends mon papier et je marque 2013 et je note. Et ce qui est incroyable, si on prend 1 heure à faire cet exercice, c'est ce que je fais faire en séminaire, c'est que vraiment, on mesure pas la puissance d'un exercice comme ça tant qu'on l'a pas vraiment fait correctement. Je le fais à peu près tous les 6 mois cet exercice et les choses que je marque à 5 ans, 3 ans, 1 an se réalisent. Et je vous assure que je mets des trucs de folie sur cette feuille-là. Pourquoi? Parce que le cerveau va créer une voie entre qui je suis aujourd'hui et qui je vais être dans 5 ans en mettant ce que les Américains appellent des checkpoints, 2 étapes intermédiaires. Et ça, c'est ça qui va me permettre de me guider. C'est ça qui va me permettre de me lever le matin en me disant, ok, j'ai échoué, mais il y a des apprentissages. Et je vais continuer. Ouais, ça permet de prendre du recul, de voir les choses sous une échelle plus grande et en même temps, on se donne instinctivement le plan pour y arriver. On s'écrit sa propre carte, quoi. Exactement. Il y a beaucoup de choses par D'accord. rapport à la dynamique d'échec, mais la première chose à comprendre par rapport à l'échec, c'est que toutes les grandes réussites sont fondées et sont construites à partir d'échecs. Oui. Et pour aller même plus loin, parce que vraiment, je fais 3 heures des fois sur les échecs, tellement il y a à travailler et à libérer toute la pression par rapport aux échecs, par rapport à l'image de soi, au regard des autres, au fait d'échouer. J'aime bien dire qu'il y a 3 cadeaux dans toutes les situations. Premier type de cadeau, les cadeaux visibles. En fait, les cadeaux visibles, c'est les cadeaux que je ne vois pas, qui sont visibles autour de moi, et que je ne verrai pas tant que je me pose pas la question, quel est le cadeau? Et dans toutes les situations du monde, il y a des cadeaux. Typiquement, j'ai eu une cliente qui a perdu son mari par suicide. Après 2 coachings, je lui ai demandé quel est le cadeau pour ça. On va me dire, mais attends, mais ça se pose pas une question comme ça. Eh ben si. Parce que, en tant que coach, mon objectif, c'est pas de lui faire du bien à court terme. L'objectif, c'est de lui poser la question qui va permettre de transformer, même si ça la fait pleurer, même si ça lui fait du mal, parce que je sais que ça va l'aider. Et je lui demande pas de réponse d'ailleurs, juste de réfléchir à ça. Et 2 semaines après, elle revient me voir, elle est en conférence, et elle me fait le cadeau de dire devant tout le monde, j'ai trouvé le cadeau. Elle avait un visage qui avait rien à voir. Et il y a un cadeau qui a à chaque fois, tout le temps, c'est l'apprentissage. Ok, j'ai posé un ordre en bourse et j'ai perdu 2 000 euros. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Et j'ai toujours 2 questions à me poser. Qu'est-ce qui était bien dans ce que j'ai fait? Parce que même si j'ai perdu 2 000 euros, il y a des choses bien. Et le truc, c'est que si j'identifie pas ce qui était bien dans ce que j'ai fait, je vais essayer quelque chose qui n'a rien à voir, et recommencer, recommencer, recommencer. Donc en gros, c'est comme quelqu'un qui essayerait justement de cultiver des trucs, mais n'apprend pas de ses erreurs. Donc il dit, bah oui, mais j'ai des échecs, mais je progresse pas. Mais c'est normal. Est-ce que tu as capitalisé sur tes erreurs? Donc première question, qu'est-ce qui était bien dans ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui était positif? Et deuxième question, et là c'est souvent l'erreur, c'est pas non pas ce qui est négatif, mais qu'est-ce qui a amélioré? Ce qui est différent. Ok,
ce qui est bien déjà, c'est que j'ai peut-être décidé de passer à l'action. Ce qui est bien peut-être, c'est que j'ai étudié la bourse pendant 1 heure avant. Ce qui est bien peut-être, c'est que j'ai appelé 3 amis pour leur demander des conseils. Qu'est-ce qui a amélioré? Peut-être respirer différemment, prendre le temps. Peut-être qu'il y a autre chose à améliorer, mais je vais l'identifier. Et je vais au moins trouver 3 axes d'amélioration et 3 choses positives à chaque fois que je fais quelque chose. Et d'ailleurs, je vais le faire que ça soit positif, c'est-à-dire que j'ai réussi ou que je n'ai pas réussi. Parce que même quand je gagne 10 000 € à la bourse, est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Évidemment, ouais. Évidemment. Donc ça va être un réflexe de fonctionner comme ça. Ça, c'est le premier type de cadeau. Deuxième type de cadeau, c'est les cadeaux créés. C'est-à-dire que souvent on dit il y a des émotions négatives. Je pense pas comme ça. Il y a des émotions désagréables. C'est-à-dire que la colère, c'est désagréable, mais c'est pas négatif. Un conflit, souvent on dit le conflit est le problème, mais le conflit n'est pas un problème. Le conflit devient un problème si je n'écoute pas ce conflit, si je ne fais rien avec ce conflit. Dans mes conférences, je dis le tableau de bord là sur la voiture, imaginons qu'il y a les voyants rouges par exemple du frein à main qui est ouvert. Est-ce que c'est un problème? Non. C'est un Bien problème sûr. si je regarde ce voyant, que je ne fais rien, que je démarre. Là, c'est un problème. La colère, ça m'indique qu'il y a un truc à résoudre. Mais si je n'écoute pas cette colère, si je n'accepte pas cette colère, ça va devenir un problème. Donc déjà, ok, je ressens des émotions négatives. Et le cadeau, deuxième type, c'est les cadeaux créés. C'est-à-dire, je vais faire quoi avec cette émotion? J'ai peur de tout perdre, par exemple, parce que j'ai perdu 3 000 €. Ou j'ai vraiment énormément de colère parce qu'à 2 minutes près, putain, j'aurais pu gagner 10 000 € et la bourse, elle s'est effondrée d'un coup. Comment je fais? Bah, c'est-à-dire, le cadeau créé, c'est qu'est-ce que je vais faire que je n'ai jamais fait jusqu'alors? Comment je vais utiliser ma colère? Comment je vais utiliser ma peur? Comment je vais utiliser ma frustration pour aller là où je suis jamais allé? Dans mes conférences, je parle de trouver la limite entre le chaos et l'ordre. C'est-à-dire le Mhm. moment où vous êtes au bord de la falaise. Et quand on est au bord de la falaise, c'est-à-dire on n'est pas loin de tomber, mais on n'est pas non plus sécurisé, c'est là où on est le meilleur au monde. Et comment je vais me mettre tout seul sur cette limite-là, au bord du précipice? C'est-à-dire peut-être passer 3 heures de plus à étudier, peut-être faire un coup de fil que j'ai jamais fait. Ça va peut-être être de prendre mon téléphone et d'appeler 10 personnes qui sont connues pour réussir en bourse et leur demander. Et peut-être que ça c'est inconfortable pour moi. Mais je vais me mettre en inconfort en utilisant la frustration, en utilisant la souffrance. Et c'est vraiment comme ça que je vais commencer à créer des cadeaux. Et les troisième type de cadeaux, c'est les cadeaux invisibles. C'est-à-dire c'est les cadeaux qui, quand le problème m'arrive, je ne peux pas les voir. C'est impossible. Simplement, ils sont là et je ne les verrai qu'après. Et vraiment, on constate, par exemple, je vais prendre Steve Jobs. Steve C'est Jobs. le cadeau de Joker quand on n'arrive pas à trouver un truc dans les 3 premières catégories, on se dit il y en a un que j'ai pas encore vu. Alors déjà, déjà c'est important de les trouver dans la première catégorie, d'en créer dans la deuxième, et en plus de ça, dans le troisième, il y en a toujours un. Et je vais prendre l'exemple de Steve Jobs. Il a créé une entreprise à 19 ans qui s'appelle Apple. Il l'a développé, il l'a développé, il l'a développé, et il se fait virer de sa boîte. C'est quand même un truc de folie, ça. C'est pas, c'est quand même un échec énorme. Imaginez, on a créé son entreprise, on se fait virer de sa propre entreprise. Il explique qu'il était dépité. Mm. Et donc, du coup, cadeau, il a dû chercher les cadeaux, et peut-être qu'il s'est trouvé des apprentissages, qu'il a compris que au niveau des partenariats, il a peut-être mal fait des choix. Cadeau créé, qu'est-ce qu'il a fait? À la suite de ça, il a créé Pixar, il a créé Next, il a créé 3 entreprises qui sont les entreprises dans les plus florissantes de leur domaine. Le cadeau invisible, c'est quoi? C'est que lui-même, il le dit. Il faudrait que je retrouve la phrase, je sais plus ce qu'il dit. Il dit que le... se faire virer d'Apple a été un médicament douloureux, mais qui pense que le patient en avait besoin. C'est-à-dire que le truc qui était le plus douloureux de sa vie, avec du recul, il se dit finalement merci. Parce que les cadeaux invisibles, ça a été une meilleure gestion de sa vie. Il a pu rencontrer une femme extraordinaire parce que ça lui a libéré du temps. Il a pu créer des entreprises dans des domaines qu'il n'imaginait pas. Et la technologie qu'il a créée avec Next, il a pu la réimplanter dans Apple. Et selon lui, c'est ce qui a fait la réussite d'Apple quand il est revenu. C'est-à-dire que Mm. ça, il n'a pas pu le mesurer avant. Et ce qui est intéressant, c'est que ce cadeau invisible, il n'a pu le goûter uniquement parce qu'il a eu la croyance qu'il allait en avoir un.
Et donc, du coup, pour résumer, c'est quoi? J'ai un problème, qu'est-ce que j'apprends? 2, qu'est-ce que je fais avec ça? 3, j'ai la confiance que si ça m'arrive, c'est uniquement pour m'aider. Et que plus tard, je comprendrai. D'accord. C'est très galvanisant tout ça. Je vais ressortir de là toute pensive par rapport à la perte que j'ai fait hier. Les plus grandes frustrations de ma vie, a commencé par le fait d'avoir eu des problèmes de communication, d'être malade physiquement et timide, avec du recul, tout ça, je considère que c'est les plus beaux cadeaux que j'ai eu dans ma vie. J'ai entre autres par exemple perdu mon emploi à 2 reprises pour un problème juridique alors que mon employeur voulait me garder, alors que mon école voulait me garder. J'ai failli le perdre. On m'a dit à la rentrée scolaire, étant David, désolé, il y a une erreur juridique, l'organisme de formation a bloqué les budgets, désolé, tu perds ton emploi, tu perds la formation. Je me retrouve à 19 ans à devoir me mettre à faire un chèque de 6 500 € et je perds mon emploi. Et là, j'ai un choix. Ok, c'est dur, alors du coup, forcément, au début, j'étais dans la colère, la frustration, la souffrance, et je me dis, merde, c'est dégueulasse, c'est des enculés, je me dis, c'est... Et donc je suis là, je rejette sur l'autre. Et au bout d'un moment, je me dis, ok, qu'est-ce que je fais avec ça? Peut-être qu'il y a des choses à apprendre. Et peut-être que je peux créer des trucs. Le cadeau que je vais trouver, je me suis dit, un jour, tu pourras le raconter en conférence. Et c'est ce que je fais. C'est-à-dire que je Hmm. me suis dit, si David, tu n'as jamais de problème dans ta vie, comment tu vas être crédible? Et ça m'a soulagé déjà. Ensuite, je me suis dit, ok, tu vas aller te dépasser comme jamais tu t'es dépassé. J'ai commencé à marquer des phrases inspirantes sur mes murs, des citations de personnes qui m'inspiraient. Sur mon téléphone, sur mon fond d'écran, j'ai commencé à en parler à tout le monde. C'est-à-dire, j'ai commencé non pas à me plaindre, c'est la différence entre plainte et le fait de communiquer. C'est-à-dire, écoute, voilà, je rencontre un expert, un coach, un avocat, et lui dire, voilà, j'ai perdu mon emploi, je suis en train de me battre pour le retrouver, est-ce que tu aurais des idées? Et personne vous en voudra d'avoir des problèmes si vous êtes en train de faire en sorte de les résoudre. Au contraire, les gens aident les gens qui s'aident eux-mêmes. Et en faisant ça pendant un mois, à en parler à tout le monde, à mettre en commun les trucs, les idées de chacun, en un mois pile, c'est le ministre de l'Éducation, que je n'avais aucun lien avec lui, qui a écrit pour moi à l'organisme de formation, et comme par hasard, je récupérais mon emploi et ma formation. Ça, c'est un mois Hmm. après. Non seulement ça m'a aidé, et ça a permis de remonter à l'État, qui avait un problème, et aider 400 étudiants. Je Hmm. passe un mois après, ma RH vient me voir, elle me dit, David, tu vas nous tuer. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ben, l'ancienne RH a fait une erreur dans ton contrat, elle a mis un 1 au lieu d'un 2. Ah bon, ben, c'est quoi? C'est que je vois plus, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ben, en fait, elle a mis CDI au lieu de CDD dans ton ancien contrat. Et il y a une loi qui dit qu'on ne peut pas faire 2 contrats pro pour un même employeur et pour un même employé. Sous-entendu, vu qu'on a mis CDI au lieu de CDD dans le premier, le contrat que tu as actuellement devient caduque. Je dis, bah qu'est-ce qui se passe? Eh ben écoute, du coup, t'as plus d'emploi. Et je me retrouve à 2 mois après la rentrée, une nouvelle fois, sans emploi, et l'école qui me dit, vous allez faire un chèque de 6 500 €. Et là, encore une C'était fois... une série. Comment? C'était une série. C'était une série. Et là, je me dis encore, putain, mais c'est dégueulasse, c'est dur, et j'ai plein de gens autour de moi qui me disent, putain, t'as pas de chance. Et j'ai le choix. Est-ce que je décide de considérer que j'ai pas de chance ou est-ce que je décide de créer ma chance? Alors cette fois j'ai la chance parce que les citations elles sont déjà là et j'en avais même mis des citations dans mes toilettes, dans la salle de bain, dans tous les endroits où j'en avais et je vous assure que ça change tout. J'avais créé des relations dans le mois dernier. C'est-à-dire que j'avais des avocats, j'avais des relations auprès du ministère, des relations auprès de la directe. À partir du moment où on veut, on peut. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ce mois-là? Je me suis battu. Alors que pourtant la loi disait c'est impossible. Et ils avaient raison, la loi c'était impossible. Dans cette période-là, le cadeau créé, c'est que j'ai jamais fait autant d'entretiens d'embauche que En un mois, j'ai fait plus d'entretiens d'embauche que peut-être des personnes en 70 ans. Hmm. En termes de communication, j'ai fait des bons énormes. J'ai osé poser des questions que je posais pas d'habitude. J'ai appris à communiquer comme jamais. Qu'est-ce qui s'est passé après un mois de nuit blanche à étudier le droit, à étudier la convention collective, à communiquer, à écrire au président, à écrire à tous les ministres, à écrire à des centaines d'avocats, à faire des entretiens de partout. Après un mois, je me retrouve dans un forum d'entreprise et je suis en face d'une directrice des ressources humaines et à côté de moi, il y a une autre RH. Cette autre RH est ma RH actuelle. Qu'est-ce qui se passe? Elle voit la RH concurrente qui a l'air contente de m'avoir. Et du coup, dans sa tête, je passe de l'étudiant numéro 2530, c'est-à-dire l'étudiant lambda où on s'en fout, à un étudiant qui
Il y a un mois, on ne sait pas comment il a retrouvé son emploi. On sait que le président de l'entreprise, qui est une des plus grandes entreprises en France d'informatique, a écrit en son nom. On sait que depuis un mois, il vient tous les jours dans notre bureau pour nous dire j'ai lu l'article, le temps, est-ce qu'il n'y aurait pas telle solution? Et là, on voit que ça se passe bien. Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre quelque chose? Et du coup, le lendemain, on me propose un CDI à temps plein. Alors je dis mais je peux pas, je suis en formation. Il me dit c'est pas grave, on va te faire un CDI à temps plein, on va te faire un avenant au contrat, et on va te proposer, on va faire un avenant au contrat, tu auras le droit d'aller en formation. Qu'est-ce qui se passe du coup? Je me retrouve, alors que l'entreprise l'interdit, je me retrouve cadre sans avoir de diplôme, en étant en CDI à temps plein, avec un avenant au contrat pour aller dans mon organisme de formation. Qu'est-ce qui se passe? J'augmente de salaire, mais pas suffisamment pour payer ma formation. Parce que 6 500 euros, c'est 550 euros de plus qu'il faut avoir. Et j'ai des Hmm. gens qui me disent autour de moi, putain, t'as de la chance, et d'autres qui me disent, putain, t'as pas de chance. Le cadeau invisible, et il est extrêmement puissant. Le fait d'avoir eu ça, ça m'a permis de cotiser aux acédiques. Ça m'a permis, un an après, de faire une rupture conventionnelle. Alors qu'en contrat pro, j'aurais pas pu. Et ça m'a Hmm. permis de créer mon entreprise avec un capital de départ. C'est-à-dire que j'ai perdu mon emploi, ça a été vraiment douloureux pendant un mois, j'ai fait des nuits blanches, j'en ai souffert. J'ai eu un mois tranquille à tout rattraper, puis un mois nuit blanche à souffrir. Tout ça parce que la vie m'a donné l'opportunité de me dépasser, d'apprendre le droit comme jamais, d'apprendre la communication comme jamais, de me prouver à moi-même que je pouvais faire des trucs qui paraissaient impossibles pour tout le monde. Tout le monde m'a dit arrête, c'est impossible, laisse tomber, la loi dit ça. Et du coup de créer mon entreprise. Est-ce que ça a changé la façon dont j'ai créé mon entreprise? Radicalement. C'est certain, ouais. Parce que du coup, le fait d'avoir réussi à rentrer en contact avec des ministres, ça a changé la capacité à obtenir des interviews de personnes comme Thierry Boiron. Ça a changé ma capacité à obtenir des interviews de personnes qui accompagnent des dirigeants du CAC 40. Ça m'a permis de rencontrer Bernard Tapie. Ça m'a permis de rencontrer des gens. Tout ça, ça part d'un problème. D'un nouveau problème et d'un troisième problème. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai galéré à rentrer dans cette entreprise. J'ai galéré une première fois à y rester, une deuxième fois à y rester, et après j'ai galéré à en partir parce qu'ils voulaient pas que je parte. Ça a été une série de challenges. Et pour moi, c'est les 4 plus beaux cadeaux de ma vie. Dès que je commence à avoir une baisse de motivation, qu'est-ce que je fais? J'y repense. Et se Hmm. motiver, c'est quoi? C'est capitaliser sur ses réussites. Je crois qu'il y a tout le secret, c'est ça, et de penser à des personnes qui réussissent, voilà, pour partager sur D'accord, les donc cadeaux. tout ce qu'on peut te souhaiter à l'avenir, c'est d'avoir beaucoup d'échecs et de problèmes. Exactement. J'ai un article sur mon blog, c'est Je vous souhaite d'échouer. Les échecs sont les plus beaux cadeaux de notre vie, à condition de le voir comme ça. D'accord. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup, David, pour toute cette énergie et ces informations. Et puis dans ce cas-là, je vais pas te souhaiter réussite, je vais te souhaiter, écoute, je te souhaite de bien te planter et de repartir encore plus Merci, fort. merci beaucoup. Voilà. Merci, à bientôt. Alors, dernier conseil qui est important de Oui. donner par rapport à la bourse et qui marche vraiment pour tout, et littéralement ça a changé ma vie. Et ça changera votre vie à partir du moment où vous appliquez ça. Le meilleur moyen d'atteindre n'importe quel objectif, c'est de s'entourer de personnes qui atteignent les objectifs que vous voulez. Si vraiment un truc que je veux donner, c'est ça. Parce que, alors je vais être un peu, désolé, hein, je vais être un peu trash, mais c'est important. Je t'en prie. Les personnes qu'on a autour de nous, c'est notre environnement. Et encore une fois, pour faire un parallèle avec la Terre, on peut être la meilleure graine du monde. Si on est dans un terreau de merde, on poussera pas. Si on est entouré de personnes qui tous les jours nous disent c'est la crise, t'y arriveras pas. Si on est entouré de personnes qui même, sans le dire à nous, nous disent putain c'est dur, c'est la crise, c'est le chômage, il y a des problèmes, on n'y arrivera pas. Pourquoi? Parce qu'on peut prendre la personne la plus motivée au monde. On l'enferme pendant 6 mois avec 99 dépressifs, elle va déprimer. C'est obligatoire. Et certains spécialistes appellent ça l'épigénétique. C'est-à-dire que les autres activent en nous des gènes ou désactivent des gènes en nous. Je vous mets avec 99 traders qui gagnent 1 million de dollars par mois pendant 6 mois sans même qu'ils vous donnent un conseil. C'est obligatoire, vous vous enrichissez. Je côtoie des millionnaires, comme par hasard, sans même qu'ils me donnent des astuces, je m'enrichis plus vite. Je côtoie des entrepreneurs qui viennent me voir en me disant putain, c'est génial, c'est la crise. Je rigole, ils me disent bah oui, il y a plus d'opportunités. Ça change complètement ma façon de penser. Il y a des gens qui viennent me voir en me disant putain, c'est génial,
je viens de contribuer. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, bah ouais, je viens de payer 10 000 € à l'URSSAF. Alors, c'est intéressant comme vision. La plupart du temps, putain, j'ai payé l'URSSAF. Bah non, payer beaucoup d'URSSAF, c'est quoi? C'est gagner beaucoup d'argent. C'est Payer gagner beaucoup plus. Ouais. Exactement. Et toute cette vision du monde-là change. Et s'entourer de personnes qui réussissent, c'est le meilleur moyen de réussir sans effort. En revanche, ça c'est important, pour créer un environnement positif et inspirant, ça demande de faire du vide dans sa vie. Il faut imaginer, je prends l'exemple des dressings, du dressing, surtout pour les femmes. Quand le dressing il est plein, c'est difficile de rajouter des nouveaux fringues. C'est le récipient, il est plein. Le seul moyen de changer de vêtements, c'est d'en prendre et d'en jeter. Parce que il y a une limite à ce récipient-là. Les personnes qu'on côtoie, il n'y a peut-être pas de limite au niveau 3 de notre réseau social, c'est-à-dire les amis sur Facebook qu'on ne connaît pas, mais il y a Mhm. une limite aux personnes qu'on côtoie beaucoup. Évidemment. On a combien d'amis généralement? On a entre 3 et 7 amis proches. Ça veut dire Il y a un article que j'ai écrit là-dessus, c'est qu'êtes-vous prêt à perdre pour réussir? exactement. Qui parle un petit peu de ça. Il y a vraiment, c'est certain qu'il y a des choix à faire, mais pas simplement d'ailleurs en termes de relations, mais aussi en termes d'information qu'on va prendre, en termes d'influence, en termes d'apprentissage. C'est une question qui est fondamentale à mon sens à se poser. Qu'est-ce que je vais accepter d'incorporer à ma vie pour que ça me serve? Et Hop. qu'est-ce que j'accepte de laisser tomber, même si c'est très difficile émotionnellement, pour que ça me soit utile. Bah, je crois que tu as tout dit, ouais. Merci. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que si j'accepte pas de perdre des choses dans ma vie, c'est pas étonnant que je ne gagne rien. Donc si je veux à la fois m'enrichir sans accepter de perdre, c'est pas possible. C'est comme si j'allais voir la CCI, je leur dis, hey, j'aimerais créer mon entreprise, mais j'aimerais que vous me signiez un bon, comme quoi c'est sûr que je gagne autant qu'avant avec mon salaire d'ingénieur. Ça n'existe pas, ça. Donc si je veux m'enrichir, si je veux avoir une relation plus inspirante, si je veux être plus heureux, ça veut dire, et t'as tout dit là, c'est-à-dire accepter que je puisse gagner moins d'argent. Accepter que je puisse être moins heureux qu'avant. Accepter que je puisse avoir des relations plus merdique qu'avant. Accepter de ne plus avoir de relation. Et c'est-à-dire d'être dans le vide. Et c'est quand on crée du vide dans notre vie qui se remplit correctement. Tant que j'ai pas créé du vide, je peux pas choisir les critères pour mieux remplir. Et ça accepte de se dire, ben, pendant un moment donné, je me sens seul. Et c'est quand on se sent seul suffisamment longtemps, en cohérence avec un objectif important, qu'on s'attire des autres relations. Et tout change derrière. Enfin, D'accord. franchement, ça a changé ma vie d'avoir des personnes comme Thierry Boiron qui me disent, patron des laboratoires Boiron, je crois en toi. Cette simple phrase peut changer une vie. Parce que dans les moments de doute, c'est ça qui revient. Plutôt que, Mm. oh, c'est dur. Voilà. Ouais, complètement, complètement. Bah écoute, je te remercie beaucoup, David. Et puis donc, je le répète, bon plantage, hein, plante-toi bien, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Et vous aussi, plantez-vous bien. Merci, à bientôt. Merci beaucoup.